Ok, bien. Euh, c'est un peu perturbant parce qu'on ne voit pas du tout qui est connecté et qui n'est pas, mais c'est pas grave, on va quand même lancer ce premier webinaire de notre association Alliance Plasma. Donc, je tiens en tant que. Donc, moi-même, je me présente déjà, je suis Franck Puget, je suis le directeur général de CSL Behring et je co-préside et j'ai l'honneur de co-présider avec Virginie Millière qui se présentera dans un instant, cette association dénommée Alliance Plasma, dont on va vous donner aussi dans quelques instants le contour et surtout le fond, je dirais, de la perspective que l'on a l'intention de développer en France. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir accepté notre invitation et de prendre un peu de temps ce matin pour à la fois nous écouter, mais surtout pour poser vos questions. Et donc, je vous indique d'ores et déjà que dans le bas de l'écran, si vous amenez votre curseur sur le bas de l'écran, vous verrez qu'il y a une petite icône qui s'appelle Q&A, donc pour Question and Answers. Et donc, ce que je vous demande pour celles ou ceux qui souhaiteraient poser une question, c'est de bien vouloir la poser en cliquant sur cette icône et de manière à ce que la société de consulting qui nous accompagne Next Step puisse récupérer les questions et les poser ensuite, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est non seulement de vous présenter l'analyse que l'Alliance Plasma a réalisée sur le système existant en Europe, concernant à la fois la collecte et la production de plasma, mais aussi permettre un vrai échange. Pour cela, ben, il faut des questions. Donc, c'est pourquoi nous avons prévu de dédier un temps important de cette heure que l'on va passer ensemble, à peu près la moitié du temps, entre 25 et 30 minutes, aux questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et nous ferons le maximum pour y répondre. Voilà, sur ce, je passe la parole à Virginie pour la deuxième, pour l'ordre du jour de notre réunion de ce matin. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir aussi nombreux. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré donc, comme l'a dit Franck, au plasma. C'est un enjeu stratégique de santé publique encore trop méconnu. L'objectif de cette rencontre est de vous offrir une vue d'ensemble du marché du plasma, que ce soit en Europe et en France, en abordant des sujets essentiels comme la collecte, le fractionnement et surtout l'état de notre autosuffisance européenne en produits dérivés du plasma. Nous vous présenterons également donc l'Alliance Plasma, son rôle et ses actions. Nous ferons ensuite un zoom comparatif sur les modèles en place chez nos voisins européens avec un prisme de l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni qui seront présentés par mes homologues, afin de mieux comprendre en fait leurs choix, leurs réussites, mais aussi les limites des modèles existants. Enfin, comme l'a rappelé Franck, vous aurez un temps d'échange qui vous sera proposé pour répondre à vos questions et nourrir surtout la réflexion collective. Et je vous remercie encore pour votre présence et vous souhaite un bon webinaire riche et instructif. Merci Virginie. Donc en effet, l'Alliance Plasma a été créée il y a maintenant une petite année et les objectifs, non, ça c'est ensuite. Si vous voulez revenir une slide en arrière, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et, et, et donc dans ce cadre-là, on a décidé d'organiser ce webinaire qui a principalement trois objectifs. Exposer les travaux, vous voyez, et les propositions principales de l'Alliance Plasma. Si cette alliance est créée, c'est pour vraiment être force de proposition et faire évoluer de manière collégiale et pragmatique le système existant afin de le rendre plus performant au service des patients. Donc, on souhaite évidemment vous présenter ces propositions. On souhaite également présenter la filière du plasma en France et ses grands enjeux. Bien sûr que je pense qu'un grand nombre de ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire connaissent
cet aspect des choses, mais peut-être pas tous. Donc, il est bon de les rappeler. Et enfin, nous souhaitons vous présenter les différents modèles proches de nous, hein, en Europe, dans ce pays quasiment voisins, de manière à ce que on puisse aussi avoir des éléments de comparaison. Il est important que lorsque l'on cherche à améliorer les choses, qu'on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Et c'est assez intéressant, vous verrez, de constater qu'il y a certainement, dans les modèles existants dans d'autres pays, un certain nombre d'idées à retenir. Alors, comme on vous l'a dit, donc en mai 2022, nous avons créé l'Alliance Plasma avec une ambition forte, hein, c'était de sensibiliser aux enjeux cruciaux liés aux médicaments dérivés du plasma et surtout la nécessité de mieux couvrir les besoins de nos patients. Notre engagement s'appuie sur trois convictions fondamentales, vraiment. D'abord, la régulation des médicaments dérivés du plasma, qui doit évoluer. Elle doit rendre la France plus attractive tout en conservant une vision internationale, en particulier au niveau européen. Il s'agit d'assurer un approvisionnement continu, équitable et adapté aux besoins réels de nos patients. Ensuite, nous défendons le droit de chaque patient à conserver le traitement qu'il tolère le mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de fondamental, tout au long de sa vie avec la maladie. Ce n'est pas un confort, mais une nécessité médicale et de qualité de vie, vraiment. Enfin, nous affirmons que l'autosuffisance française en plasma ne doit pas être un objectif en soi. Ce qui compte, c'est de garantir une pluralité d'acteurs et de médicaments présents sur notre territoire, comme je l'ai rappelé, pour des questions de tolérance et de voies d'administration, car on a besoin d'offrir un large choix thérapeutique à tous ceux qui vivent avec une maladie rare et grave. Et donc, face à ces constats, l'Alliance Plasma voilà, interpelle régulièrement les pouvoirs publics et également toutes les personnes qui gravitent dans notre écosystème pour anticiper les tensions d'approvisionnement, parce qu'on a toujours tendance à être plutôt dans la réaction des tensions plutôt que dans l'anticipation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nos patients, de ne plus vivre en fait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pour éviter toute rupture de soins dont les conséquences peuvent être dramatiques. C'est également garantir une prise en charge durable et adaptée à travers des parcours de soins coordonnés, centrés sur les besoins spécifiques de chacun de nos patients. C'est également soutenir une véritable souveraineté à l'échelle européenne, et c'est vrai que j'insiste sur cette dimension européenne de la filière plasma, comme le prévoit la feuille de route donc de la Direction générale de la santé. Et on appelle également à structurer la filière des médicaments dérivés du plasma et avec la capacité de rassembler l'ensemble des acteurs et de construire des réponses concrètes pour répondre aux besoins des patients. Notre combat, on le rappellera jamais assez, est celui des patients. Il est devenu urgent et c'est un combat collectif. Donc, pour animer ce webinaire et le rythmer, donc Franck, Monsieur Puget, directeur général de CSL Behring, s'est déjà présenté. Donc, moi-même, je suis déléguée générale de l'association de patients atteints de déficit immunitaire primitif. Et effectivement, j'ai l'honneur de coprésider et de représenter mes homologues des associations au sein de l'Alliance Plasma. Mais vous aurez également en intervenant donc Julien Beoletto, responsable Market Access et Advocacy médicaments dérivés du plasma chez Takeda France, en binôme avec Jean-Philippe Plançon, fondateur de l'Association française contre les neuropathies périphériques et président de l'Alliance Maladies Rares, mais également Yvan Gessel, directeur général d'Octapharma France, ainsi que Noël André, délégué régional Normandie de l'association ADAT des Alpha One France, et également Olivier Samama, directeur général de Grifols France. Je laisse la parole. Alors, on est sur quel slide là? Pardon, excusez-moi. Ah non, 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 Ah, c'est toujours à moi. ah, il me semblait bien, Virginie. Oui, 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 je ne me Désolé. rendais pas compte que j'allais devoir être aussi bavarde. Donc, alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un composant de notre sang vital, mais encore trop méconnu,
On vous le rappelle, hein, depuis le début de ce webinaire, le plasma. Le plasma est une partie liquide du sang dans laquelle baignent des cellules sanguines. Il joue un rôle essentiel. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien tous ces aspects, mais c'est important de le rappeler pour ceux qui seront moins confortables avec ces notions-là et qui participent aujourd'hui. Donc, il joue un rôle essentiel car il contient des protéines importantes en fait et impossibles à reproduire en laboratoire, qui sont indispensables à la fabrication de nombreux médicaments, que ce soit les immunoglobulines, comme les facteurs de coagulation ou encore l'albumine. Ces protéines sont à la base de ce qu'on appelle donc les médicaments dérivés du plasma ou les MDP, c'est ce que vous entendez voilà, très régulièrement. Ce sont des médicaments biologiques fabriqués à partir du plasma de donneurs bénévoles. Grâce à eux, nous pouvons extraire et purifier donc des protéines d'origine humaine pour les transformer en médicaments vitaux dont nos patients ont un cruel besoin. Donc, les médicaments dérivés du plasma ont permis d'allonger l'espérance de vie de façon significative de nos patients, mais surtout d'améliorer leur qualité de vie au quotidien. Ils permettent de compenser des déficits en protéines chez des patients atteints de maladies rares ou graves, ou rétablir des fonctions essentielles de l'organisme. Ces médicaments s'adressent à des patients souffrant la plupart du temps de maladies invisibles, telles que des patients atteints de maladies rares graves, invalidantes, parfois même engageant le pronostic vital. En France, on compte à environ 3 millions de personnes qui sont concernées par 7 000 maladies rares, ce qui représente environ 95% d'entre eux qui n'ont pas de traitement spécifique ou curatif. Ce qui, à l'inverse de notre cas, on a cette chance en fait d'avoir les médicaments dérivés du plasma, mais voilà, leur accès reste encore fragile, d'où l'importance de notre mobilisation, que ce soit au travers de l'Alliance Plasma comme de votre présence aujourd'hui. Les médicaments dérivés du plasma restent parfois la seule option thérapeutique disponible, notamment pour les déficits immunitaires primitifs, hein, mais également les troubles de la coagulation, les déficits en protéines comme les alpha-1 antitrypsines, ou encore pour certaines pathologies neurologiques ou des cas critiques en réanimation. C'est pourquoi protéger, développer et garantir l'accès aux médicaments dérivés du plasma est un enjeu de santé publique majeur, car derrière chaque traitement, il y a une vie et une famille. Donc, il est essentiel de bien distinguer en fait la filière du plasma de celle du sang. Car elles ne relèvent ni du même cadre réglementaire, ni du même fonctionnement. Les médicaments dérivés du plasma, vous le voyez sur ces diapositives, comme l'albumine ou les immunoglobulines, ont le statut de médicaments depuis 1995, ce qui les distingue des produits sanguins labiles. D'où parfois les confusions parfois qui ont pu avoir lieu les dernières années. Je pense notamment au souci de prise en charge de certains de nos patients du fait d'une mauvaise lecture d'un code de santé publique. Comme les plaquettes ou les globules rouges, voilà, utilisés pour répondre à des besoins locaux et urgents, souvent en milieu hospitalier. Donc ça, c'est pour les produits labiles. La filière plasma, elle suit une organisation spécifique de la collecte du plasma jusqu'à l'administration du médicament fini au patient. C'est une chaîne longue, complexe, très encadrée, dont la fabrication peut prendre jusqu'à 12 mois, ce qui explique parfois en fait les retards entre lorsqu'il y a un souci de fabrication ou de collecte de plasma et les tensions qui se font ressentir a posteriori en bout de chaîne, j'ai envie de dire, du côté patient, vu qu'il y a ce délai de 12 mois de fabrication. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est des process qui répondent à des normes de sécurité extrêmement rigoureuses. Les médicaments dérivés du plasma s'inscrivent dans une logique du marché international, car les besoins sont mondiaux, constants et en augmentation, surtout face à l'augmentation des indications et à l'émergence de la consommation de certains pays. Cela renforce vraiment l'importance de développer une filière structurée, indépendante et durable. Et je laisse la parole à... Merci. Merci Virginie. Alors bon, d'où vient le plasma en fait qui est fractionné pour en extraire des protéines thérapeutiques qui vont finalement se retrouver dans des flacons comme produits injectables. Bien, il existe en Europe et même on peut dire dans l'Union européenne deux systèmes
ou deux types de collecte, la collecte publique, telle qu'elle existe en France, à travers l'établissement français du sang, et la collecte privée. Collecte privée qui n'existe que dans certains pays. En l'occurrence, il existe en Autriche, en République tchèque, en Allemagne et en Hongrie des entreprises privées qui ont des centres de collecte et qui collectent du plasma. Ces entreprises privées qui collectent du plasma contribuent à hauteur d'environ la moitié du volume de plasma qui est collecté et fractionné en Europe pour les besoins européens. Ce qui est également intéressant, et on ne va pas vous assommer de chiffres, mais c'est intéressant de voir quand même que, quand on regarde le camembert en haut à droite de cette slide, que 43% des dons sont de dons de plasma. Donc, sont réalisés par Plasma Pharez et sont des dons, ce qu'on appelle dits compensés, hein, c'est-à-dire pour lequel le donneur va être indemnisé à une hauteur fixée par l'Union européenne. Alors que les dons également de plasma par plasmaphéresis non compensés représentent 17%. Donc ça, c'est au niveau, bien sûr, européen. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, l'Europe ne collecte pas suffisamment de plasma pour fractionnement, bien entendu, c'est-à-dire pour fabriquer des protéines plasmatiques thérapeutiques, de manière à couvrir les besoins de l'ensemble des patients qui le nécessitent, donc de l'ensemble des patients d'Europe. C'est pourquoi il y a une quantité non négligeable, de l'ordre de 40%, des besoins de plasma qui viennent des États-Unis. Plasma donc, qui est collecté aux USA, puisque les USA sont le premier pays collecteur, si je puis m'exprimer ainsi, de plasma, puisqu'ils collectent 70% du plasma nécessaire dans le monde, enfin nécessaire au fractionnement, donc à la fabrication de médicaments dérivés du plasma dans le monde. Et sur ce volume-là, l'Europe utilise 40% du plasma nécessaire à la fabrication de produits pour les patients européens en provenance des États-Unis. Slide suivante. Donc, il y a un déséquilibre en Europe qui est grandissant entre les volumes de plasma, entre le volume de plasma disponible et les besoins des patients. Donc, il est vrai aussi qu'on a remarqué que depuis la pandémie de la COVID-19, ce déficit en plasma s'était aggravé et s'était aggravé de 8%. Donc, aujourd'hui, grosso modo, l'Union européenne manque à peu près 5 millions de litres de plasma qui sont nécessaires à la fabrication de médicaments dérivés du plasma pour les patients européens et donc qui proviennent principalement, voire exclusivement des États-Unis. Slide suivante. Alors aujourd'hui, quelle est la contribution en France des différents acteurs présents? Bien, il y a bien entendu les associations et fédérations de donneurs qui contribuent énormément aux dons de plasma. L'établissement français du sang, je le précisais il y a quelques instants, qui collecte le plasma, puisque je pense que la plupart des personnes présentes aujourd'hui savent que l'établissement français du sang a l'exclusivité de la collecte de plasma en France. Il s'agit d'un opérateur public. Donc 100% des dons de plasma collectés en France sont réalisés par l'établissement français du sang qui ensuite a un accord avec le LFB pour le fractionnement de ce plasma afin de produire des protéines plasmatiques thérapeutiques. Donc, l'ensemble de cette chaîne aujourd'hui représente à peu près 30% de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma. Bien entendu que si on regarde médicament par médicament, ce taux de couverture va varier. Mais globalement, c'est à peu près ça.
Et de l'autre côté, il y a donc un certain nombre d'acteurs qui sont représentés au sein de l'Alliance Plasma. Ces acteurs sont, comme on l'a précisé tout à l'heure, soit regroupés au sein de l'association PPTA France. PPTA, ça veut dire Plasma Protein Therapeutic Association, donc qui regroupe Grifols, Takeda, voire même Kedrion, et puis également CSL Behring et Octapharma. Et ces acteurs privés représentent à peu près 60 à 65% de couverture des besoins des patients français. Donc, il faut bien garder en tête que l'ensemble de ces patients sont atteints de maladies rares et graves, invalidantes et qui n'ont pour la plupart aucune autre alternative thérapeutique. Slide suivante. Donc, une des premiers travaux de l'Alliance Plasma a été de demander à une institution indépendante qui s'appelle le MRB, donc pour Marketing Research Bureau, de faire une étude prospective sur ce que serait le besoin, enfin ce qu'a été et ce que sera le besoin en plasma et donc en médicaments dérivés du plasma à un horizon de 10 ans. Donc, ce que l'on constate d'abord, c'est qu'entre 2002 et 2023, donc sur une bonne vingtaine d'années, la France a été le plus grand consommateur d'immunoglobulines polyvalentes. Alors, pourquoi les immunoglobulines? Parce que c'est le médicament un peu emblématique qui est issu du plasma sanguin et qui représente en termes de masse ce qui est le plus important, en tout cas depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, c'est vrai que la France a été le plus grand consommateur en termes d'augmentation de la demande et aussi en termes de consommation par capita. Euh, alors, depuis 2023, l'Allemagne a dépassé la France, mais on peut dire qu'en gros, la France et l'Allemagne sont les deux pays de l'Union européenne les plus importants en termes de consommation d'immunoglobulines. Euh, la consommation ou la demande en immunoglobulines intraveineuses reste plus importante globalement que la consommation ou la demande en immunoglobulines sous-cutanées, en tout cas pour ce qui est de la France. Néanmoins, il est à noter que la progression de cette consommation, de la consommation des immunoglobulines sous-cutanées, est plus rapide. Donc, c'est une progression qui va plus vite en pourcentage que pour les IgIV. Ce qui était vraiment à retenir, je dirais, dans cette étude du Marketing Research Bureau, c'est le taux de croissance prévisionnel. Donc, évidemment, c'est de la prospective, mais qui a été établi à environ 4% de la demande entre 2023 et 2035, donc sur les 10-12 ans à venir. Toute indication, bien sûr, confondue. Ce qui veut dire que là, le besoin français passerait, si les prévisions sont à peu près justes, de environ 12 tonnes aujourd'hui, 12 tonnes d'immunoglobulines aujourd'hui, à quasiment 20 tonnes à l'horizon 2035. Et on remarque aussi que le taux de demande le plus important, le taux moyen sur cette période-là d'augmentation de la demande le plus important, se situe au niveau d'une indication, enfin d'une gamme, si je puis dire, d'indications qui sont les déficits immunitaires secondaires. Voilà, cette indication devrait représenter la croissance la plus importante. Slide suivante. Donc, on a une évolution qui est évidemment très pathologie dépendante. C'est normal. Et donc, on a demandé, et on le sait tous, en tout cas tous ceux qui sont, je dirais, qui agissent dans ce domaine particulier. Et donc, c'est pourquoi on a demandé au MRB de regarder quelles seraient quelle est la perspective d'évolution de la demande par grandes indications. Ce qu'on constate, c'est que et vous le voyez sur la partie haute de cette diapositive, que pour ce qui est de la PIDC, on a une augmentation très significative qui passerait d'environ 2,7 tonnes à plus de 4 tonnes, rien que sur cette indication, qui est une indication neurologique bien connue, que sur les déficits immunitaires secondaires, la demande va
plus que doublé, en passant de 2 tonnes actuellement à environ 4,5 tonnes, et que chez les déficits immunitaires primitifs, l'augmentation sera de l'ordre de 30%, sachant que c'est une indication extrêmement importante, puisque là aussi, pour ces patients-là, il n'existe aucune alternative thérapeutique. Donc, comme je le précisais précédemment, l'indication qui représentera a priori la plus forte croissance sera, en tout cas, la plus forte croissance de la demande sera sur les déficits immunitaires secondaires. Slide suivante. Et donc maintenant, je vais passer la parole à mes collègues, puisque nous avons souhaité, afin d'éclairer avec tout le monde, faire un zoom sur les quelques voisins européens. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions sur à travers l'icône Q&A qui est en bas de l'écran. Si vous déplacez le curseur au bas de l'écran, vous verrez l'icône Q&A. N'hésitez pas à poser vos questions de manière à ce qu'on puisse échanger à la fin de cette présentation. C'est à vous, messieurs Jean-Philippe et Olivier. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc je vais vous présenter rapidement, brièvement, avec Jean-Philippe, le modèle allemand, qui est un modèle intéressant, puisque c'est, comme vous l'avez déjà vu, un des 4 pays européens où la compensation financière est possible. Et c'est également l'un des 4 pays européens où la collecte est supérieure aux besoins du pays. Alors, c'est un modèle tout d'abord décentralisé et tripartite, bien que majoritairement privé. Premièrement, il est évidemment conforme aux normes européennes, mais plus souple en matière d'organisation et de collecte. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 systèmes de collecte. Le plasma peut être collecté par les services régionaux, de type Croix-Rouge, des centres privés qui sont largement majoritaires, ou alors le service public assuré par les hôpitaux ou les universités. C'est un modèle économique un petit peu particulier puisque, comme on le disait déjà, les dons sont compensés à hauteur de 20 à 30 euros par don. C'est un forfait, c'est une indemnité qui est forfaitaire et ce montant est déterminé par décision de justice en accord, toujours en accord avec la directive européenne. Euh, alors, attendez, je ne sais pas pourquoi quelque chose est apparu sur mon écran. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, merci. C'est parti. Autre sujet intéressant, donc, c'est que le fractionnement est exclusivement privé. Il n'y a pas d'acteur national public. Ce ne sont que des laboratoires privés, soit allemands, soit d'autres nationalités ou internationaux. Et c'est un modèle qui assure une certaine attractivité et qui permet la fidélisation des donneurs, alors par d'autres facteurs que juste la compensation monétaire, notamment des centres d'aphérèse. C'est surtout l'aphérèse et la plasmaphérèse qui est développée en Allemagne, avec plus de 120 centres ou environ 120 centres qui sont répartis sur le pays, donc très facilement accessibles. J'insiste aussi sur le rythme des dons qui peut aller quasiment jusqu'à 50 dons par an, ce qui correspond à peu près 2 fois plus de dons par aphérèse qu'en France, mais également des campagnes qui sont des campagnes de communication grand public qui arrivent à mobiliser en fait la population allemande. Et puis dernier point très important, c'est la sécurisation de la collecte qui est assurée par une réglementation très stricte. Tout d'abord la directive allemande Billy-Back, qui est une directive en fait qui assure la qualité de tout ce qui est collecte ou prélèvement en laboratoire d'analyse ou en centre d'aphérèse, mais également par la loi pharmaceutique allemande, AMG, qui est supervisée et dont l'Agence nationale allemande, le PAI, l'équivalent de notre AEDSM, s'assure en termes de suivi. Jean-Philippe, tu veux peut-être... Merci, oui, merci Olivier. Donc vous l'avez entendu, l'Allemagne est l'un des 4 pays gros contributeurs en termes de volume. En ce qui concerne l'Allemagne, c'est le pays le plus gros contributeur en Europe, enfin au sein de l'Union européenne, en ce qui concerne le volume de plasma collecté. Il est parmi les 4, donc Allemagne, République tchèque, Autriche et il m'en manque un, Hongrie. L'un des 4 pays qui intègrent la collecte privée, comme vous venez de l'entendre, donc avec ce qui vous est décrit, hein, les Croix-Rouge, les centres publics, les centres privés non industriels et privés industriels. Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde le volume collecté au niveau allemand, on peut considérer que l'Allemagne est autosuffisante en termes de volume.
Ce qui ne fait pas pour autant l'accès aux médicaments pour les patients. Et c'est vraiment sur ces deux volets qu'il est important de travailler. Considérer bien entendu que si on n'a pas la matière première qu'est le plasma, eh bien, on n'aura pas évidemment les médicaments dérivés du plasma qui en découlent. Donc c'est un modèle extrêmement intéressant qui fonctionne plutôt bien si on en juge par les retours que nous avons du côté des patients allemands avec lesquels nous sommes en contact au sein d'une association européenne. Et puis juste un tout petit mot sur la question de la compensation qui est évidemment perçue très différemment outre-Rhin et en France. C'est une compensation qui est estimée pour le temps passé. Le temps passé pour donner du plasma est bien supérieur à celui du temps consacré pour donner du sang total. Par contre, il est interdit par la loi allemande de faire de la publicité sur le montant de la compensation et comme le disait Olivier précédemment, la législation est extrêmement stricte en ce qui concerne la collecte. Euh, Voilà pour l'essentiel du système allemand qui est encore une fois plutôt robuste, en sachant que l'Allemagne est un pays très régionalisé, essentiellement décentralisé, et pour lequel l'organisation générale est à considérer dans un écosystème hétérogène européen, puisque vous allez voir que d'autres pays sont organisés très différemment. N'hésitez pas si vous avez des questions à l'issue de ces présentations, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc là, maintenant, je vais vous présenter donc l'Italie. Et en fait, en Italie, on s'aperçoit qu'on a une approche totalement régionale de la collecte. En fait, 4 régions gèrent près de 2000 centres de collecte publics du service public du centre de santé. Donc, c'est très, très important. Et je pense que c'est ça qui est important au niveau des personnes de la proximité. Et tout ça, bien sûr, sous le contrôle national du ministère de la Santé, qui contrôle et vérifie les principes. Au niveau du don, en Italie, le don, les principes du don sont volontaires, périodiques, responsables, anonymes et surtout gratuits. Il n'y a absolument pas de compensation financière. Toutefois, l'Italie a introduit une journée systématique et complète de congés pour les donneurs de sang et de plasma, et ce depuis 1967. Voilà, donc je passe la parole à Julien pour la suite. Oui, merci beaucoup Noël. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, du côté du fractionnement, donc on est sur un modèle qui est résolument différent de celui de la France, puisque comme il est écrit, donc le fractionnement est exclusivement réalisé par des fractionneurs privés, en l'occurrence. Donc ils vont agir selon un modèle dit de fractionnement à façon. Donc concrètement, comment cela fonctionne, ce fractionnement à façon? Eh bien, les régions italiennes sont, comme le disait Noël, structurées selon 4 grandes régions. Donc, ils vont mettre en place des accords interrégionaux. Et en fait, chacune de ces grandes régions va finalement sélectionner un opérateur privé, un seul opérateur privé, donc au travers d'appels d'offres publics. Et donc, celui-ci va fractionner l'intégralité du plasma collecté sur la dite région par le système public que vient de décrire Noël. Donc, ce qui est très important de noter, c'est que ces régions en fait, conservent la pleine propriété du plasma en tant que matière première, ainsi que de tous les médicaments dérivés du plasma qui sont fractionnés à partir de cette matière première. Ensuite, une fois que le plasma est fractionné en les différentes protéines thérapeutiques, les médicaments retournent finalement via le fameux Service national de santé, SSN, qui va distribuer ces médicaments aux patients. Donc, en conclusion, avant que peut-être Jean-Philippe, tu nous donnes un peu quelques éléments sur l'Italie. Donc, l'Italie possède un système de collecte entièrement public, donc on va dire plutôt proche du système français, mais qui se distingue de ce modèle français via une régionalisation. C'est vraiment le point divergent en ce qui concerne l'Italie.
Quant au fractionnement, le modèle est complètement différent. Il est confié exclusivement à des acteurs privés. Il n'y a pas de fractionneur national. Et donc, ces acteurs privés vont agir selon des contrats spécifiques dits de fractionnement à façon, et ces acteurs sont retenus via des appels d'offres publics. Voilà, je laisse la parole à Jean-Philippe si tu veux rajouter quelques éléments. Oui, merci Julien. Simplement en termes d'accès, ce qu'on sait, ce qu'on voit du côté des patients et en particulier du côté de la neuroimmunologie que je connais le mieux, bien entendu, c'est une hétérogénéité dans l'accès au traitement du nord au sud de l'Italie. On n'est pas du tout traité de la même manière qu'on habite l'extrême sud de l'Italie et le nord de l'Italie. Donc c'est un vrai problème, cette disparité d'accès au sein d'un même pays. Pour les patients qui, certains, n'hésitent même pas à déménager simplement pour avoir accès aux médicaments. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même, pardon, un vrai sujet, quoi. Et puis, et voilà, je vois qu'on est un peu limité par le temps. Donc simplement garder en tête que malheureusement la régionalisation reste enfin, c'est pas à mon sens, du point de vue des patients italiens à améliorer. Et puis si on regarde un tout petit focus sur les aspects purement médicaux, on voit quand même que compte tenu du faible accès, en tout cas des tensions d'approvisionnement quasi permanents là aussi en Italie, eh bien, les médecins n'hésitent pas à laisser les patients s'aggraver. Alors, je mets des guillemets parce que je travaille avec beaucoup de médecins italiens et ils font bien leur travail, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, n'hésite pas à attendre de voir les patients s'aggraver pour être certain qu'on a besoin de les retraiter. Ce qui évidemment peut se concevoir, sauf pour un patient qui s'aggrave. Next slide, je pense. Un tour rapide sur le Royaume-Uni. Bonjour à tous. On va donc faire un point sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc en fait, l'histoire a été marquée par la crise sanitaire en lien au Creutzfeldt-Jakob dans les années 90 et après avec un certain nombre de changements progressifs. Donc en 1998, le Royaume-Uni a interdit l'utilisation du plasma local pour fabriquer des médicaments dérivés du plasma en raison des craintes liées aux variants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dans le même temps, la France avait mis en place des règles très strictes d'ailleurs de surveillance. Cette interdiction a donc duré pendant une vingtaine d'années et donc ça a contraint le pays à importer du plasma, principalement en provenance des États-Unis. Donc les années ayant passé, en 2021, l'agence sanitaire britannique, donc le MHRA, a réévalué cette situation compte tenu de l'évolution et donc le retour des dons et leur utilisation a été considéré comme possible. Et en 2023, un appel d'offres a été mis en place pour retenir un acteur industriel pour fractionner le plasma du Royaume-Uni. C'est Octa Pharma qui a été retenu comme acteur industriel. Et donc, suite à la mise en place des processus pour faire ce fractionnement, en 2025, donc cette année, les premiers produits sont arrivés au Royaume-Uni. Les premiers patients ont pu être traités avec ce nouveau système, donc avec du plasma qui est d'origine du Royaume-Uni, d'origine locale. Est-ce que, Jean-Philippe, est-ce que tu veux... Non, enfin, tu as dit l'essentiel. C'est vrai que pendant ces 20 dernières années, ça a été très compliqué pour le Royaume-Uni. On voit aujourd'hui ce qu'on sait du côté des patients, toujours côté neuroimmunologie, un PIDC et maladies associées, c'est que l'accès au traitement est sous extrême surveillance pour des raisons justement de faible accès aux médicaments dérivés du plasma. Et la bonne nouvelle pour l'ensemble, pour l'Europe, hein, c'est que le Royaume-Uni recommence à collecter du plasma et on voit qu'ils ont été en l'espace d'une année en capacité de se mobiliser fortement pour collecter à peu près 300 000 litres de plasma, ce qui est considérable. Et ils sont en train de rechercher le bon modèle. Et ce sera intéressant d'observer, d'échanger avec eux, parce que le pragmatisme anglo-saxon est bien connu, mais ce ne sont pas que des mots. On voit qu'ils sont vraiment en recherche d'un modèle idéal et pragmatique pour leur population. Voilà, et en parallèle, on peut ajouter que donc il y avait un acteur local hein, qui s'appelle Bioproduct Laboratory, BPL, qui à l'origine faisait partie
l'autorité nationale du sang dans les années 90 et qui donc a changé ses modes d'approvisionnement à l'issue des interdictions de 1998 et qui, en 2022, a été racheté par un autre acteur industriel qui s'appelle Kedrion et qui, donc, du coup, BPL maintenant fait partie de Kedrion et est toujours actif au Royaume-Uni. Slide suivante. C'est Olivier. T'es en mute, hein, Olivier. Oui, 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 je reviens. Il me semblait Franck, que tu concluais. Oui, mais là, on n'est pas à la conclusion Ah, encore. pardon. La suivante, là, c'est à toi. Donc, juste pour synthétiser en fait ce qu'on vient de voir et à Ouais. retenir, donc l'Allemagne, un modèle qui est décentralisé mais à l'image du pays, bien établi, qui fonctionne bien, avec un système de collecte qui est excédentaire par rapport aux besoins de la population, mais comme l'a souligné Jean-Philippe, et c'est important de le retenir, pas un modèle idéal puisque enfin principalement privé, ce qui ne veut pas dire que les plasmas collectés en Allemagne restent pour la population allemande. L'Italie a un modèle de collecte qui est public, avec une fraction privée pour une gestion qui est régionale. La compensation n'est pas possible. Par contre, une fabrication à façon, c'est-à-dire que la collecte va se faire de façon privée, mais ensuite le fractionnement va être de façon, pardon, la collecte de façon publique, excusez-moi pour ce malentendu, et le fractionnement qui va se faire de façon privée. Donc, une mixité entre collecte publique et fractionnement privé avec une fabrication à façon des médicaments. Le Royaume-Uni qu'on vient de voir, un fractionnement qui est privé à façon pour le pays et une collecte publique, donc finalement quelque chose d'assez proche de l'Italie en termes de modèle. Et puis, attendez, excusez-moi, voilà. Et puis la France, le modèle qu'on connaît le mieux, une collecte publique, un fractionnement qui va être assuré par le LFB, mais également qui va être le besoin en fait des médicaments dérivés du plasma, qui sera également d'origine privée, avec une collecte, une mixité finalement du système qui fait que le plasma français va être collecté en France, fractionné en France par le LFB, mais le système français n'est pas autosuffisant et donc on a besoin de ces fractionneurs privés avec des origines de plasma diverses. Voilà. Merci, Olivier. Je pense Pardon qu'on pour... peut passer à la conclusion. Je crois qu'il est important en conclusion de rappeler qu'il existe une diversité importante de modèles. Les modèles de collecte et de fractionnement, parce que en fait, la collecte, c'est le point de départ, la collecte de la matière première, le plasma sanguin. Mais ce qui est encore plus important, je dirais, c'est comment est-ce qu'on transforme ce plasma en protéines thérapeutiques plasmatiques en l'occurrence, parce que c'est ces protéines-là qui vont soigner et qui vont permettre aux patients de vivre à peu près normalement. Et donc, c'est pourquoi il est important de rappeler que si l'Alliance Plasma a été créée en regroupant à la fois un certain nombre d'industriels et des associations de patients qui ont le même objectif, et je le rappelle, l'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des patients qui le nécessitent d'avoir accès à leur traitement sans contrainte ni restriction. Et c'est là-dessus que c'est vraiment notre objectif premier et c'est là-dessus que nous devons agir. Donc pour cela, il existe un certain nombre de leviers et c'est pourquoi on a voulu tracer ce panorama. Et ces leviers sont, je dirais, au nombre en tout cas, de plusieurs actions que l'on veut mettre en place. Une des principales étant qu'au regard de la projection de croissance des besoins qui a été donc établie par le MRB, c'est de s'organiser et donc de créer en France une véritable filière plasma qui regrouperait l'ensemble des parties prenantes et des acteurs, qu'ils soient industriels, associations de patients, professionnels de santé, évidemment pouvoir public, de manière à organiser les choses face à une augmentation réelle, régulière
du besoin en médicaments dérivés du plasma pour les années à venir. Donc, nous considérons qu'il n'y a pas de recette miracle, mais qu'il y a quand même un certain nombre de leviers à actionner dans les années à venir pour se préparer et faire en sorte que demain, les patients soient mieux pris en charge qu'hier. Est-ce que Virginie, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, je pense que l'essentiel a été dit. Et puis, comme on dépasse un petit peu Ouais. pour laisser la place aux échanges, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est qu'effectivement, ce que l'on peut retenir, c'est que pour qu'un modèle soit efficace, ça nécessite que le modèle soit anticipé, équilibré et pensé dans l'intérêt des patients. Donc, je laisse maintenant la parole à Louis pour les questions. Mhm. Oui, merci Virginie. Bonjour à tous. Louis Labrador, cabinet Next Step. Je vais relayer les questions que vous avez posées dans le chat aux membres de l'Alliance. Et justement, Franck, puisque vous parliez de cet engagement de l'Alliance Plasma en faveur d'une filière, je voulais vous interroger, vous relayer la question qui a été posée par Marie-Jeanne Lefebvre, journaliste à l'APM, sur les actions qui ont été engagées par l'Alliance depuis sa création auprès des pouvoirs publics. Et puis sur son positionnement aussi en faveur d'une rémunération du don de plasma en France et d'une plus grande privatisation. Oui, alors, l'Alliance, je dirais, je dirais, a commencé à se constituer en 2022, mais elle est vraiment active, comme je précisais en introduction, que depuis un an et demi. Compte tenu des bouleversements politiques que la France a connus, il a été pour nous assez difficile de rencontrer les interlocuteurs, je dirais, nécessaires et suffisants à la fois faire connaître notre existence et aussi à proposer un certain nombre d'actions. Donc aujourd'hui, on a maintenant depuis plusieurs mois, depuis on peut dire le début de l'année 2025, eu un certain nombre de contacts tout à fait intéressants, mais pour autant, on ne peut pas parler d'actions concrètes ou d'aboutissements concrets. Mais on commence à faire entendre, je dirais, notre voix et surtout nos propositions. Il est certain que l'objectif de l'agence n'est pas, de l'Alliance, pardon, n'est pas de plaider pour un système ou pour un autre. Notre association a pour but que de faire en sorte qu'un certain nombre de critères, de leviers soient regardés, actionnés pour permettre aux patients français de disposer de leur traitement, comme je l'ai dit, sans contrainte ni restriction, ce qui, si on regarde sur les 10, 15, voire 20 ans en arrière, n'a pas été le cas, avec des ruptures, des tensions, des problèmes d'approvisionnement réguliers, récurrents pour un certain nombre de médicaments. C'est vrai que souvent, ce sont les immunoglobulines qui ont été citées parce que, encore une fois, c'est le plus emblématique, mais en fait, ça a concerné beaucoup d'autres médicaments. Oui, puis je voudrais juste rebondir en complément en fait sur les actions de l'Alliance Plasma. C'est vrai que même si notre action a été contrainte auprès des institutions du fait des changements politiques, il n'empêche que comme vous l'avez vu, l'Alliance Plasma a essayé de nourrir en fait la réflexion en menant des actions comme l'Horizon Screening qui vous permet d'avoir des chiffres en fait consolidés aujourd'hui sur les perspectives à 10 ans, mais également en fait un board patient avec l'ensemble des pathologies représentées au sein de l'Alliance pour établir en fait le parcours patient et les axes d'amélioration et les fragilités également. Nous avons en perspective une table ronde régionale et un colloque également d'ici fin d'année. Donc vraiment, je vous invite à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Merci à tous les deux. Je vous partage maintenant plusieurs questions qui portent sur le même sujet. D'abord sur le don de plasma, pourquoi est-il aussi important aux États-Unis? Et je rajouterai du coup la première question qui a été posée, comment se protéger aussi de collègues parfois douteuses, exemple certains États américains.
Et puis, on a également une question qui portait sur la compensation financière du plasma, et comme c'est un élément de la réponse également, je voulais aussi la rajouter dans ce trio de questions. Alors, si vous permettez, je répondrai déjà d'un point de vue association de patients sur les aspects sécurité et éthique. Je pense que l'éthique, elle a différents aspects. Effectivement, il y a l'éthique telle que on la conçoit en France, mais il ne faut pas oublier l'éthique en fait du patient à disposer du traitement dont il a vraiment besoin et qui lui convient le mieux. Et je pense que c'est une éthique que l'on a tendance à oublier. On ne doit pas opposer les deux éthiques, que ce soit voilà, l'éthique du don bénévole et gratuit et anonyme en France, et l'éthique du patient, de son droit à disposer du traitement dont il a besoin. Sur la question de la sécurité par rapport aux différentes sources d'approvisionnement du plasma, ce qu'il est important de rappeler aux patients, c'est que indépendamment en fait de la source du plasma dont est issu votre traitement, c'est que la sécurité ne diffère pas puisque pour être mis sur le marché français, il faut qu'il réponde à des normes de sécurité sanitaire extrêmement strictes. Et de toute façon, et quand il vient des États-Unis, donc c'est la FDA qui établit ces règles, qui sont tout aussi drastiques que l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc vraiment, d'un point de vue sécurité, et d'ailleurs on le voit bien, hein, nous n'avons jamais rencontré de difficultés, de problèmes de sécurité sanitaire sur nos produits. Les seules difficultés que l'on rencontre, c'est plutôt en termes d'approvisionnement. Oui, et peut-être un complément justement, Virginie, merci pour cette réponse, parce que un complément, c'est que tout industriel qui propose et qui enregistre donc en Europe, par exemple, à travers l'EMA, des médicaments dérivés du plasma, doit faire certifier ce qu'on appelle dans notre jargon, son plasma master file. Donc, ça veut dire que tout industriel doit fournir toute information requise par la législation européenne pour faire certifier le plasma qui va servir à la fabrication des médicaments dérivés du plasma qui sont ensuite mis à disposition sur les différents marchés de l'Union européenne. C'est pourquoi, comme l'a rappelé Virginie, il n'y a jamais eu de problème de santé publique avec ces médicaments. Maintenant, pour ce qui est de la question sur les États-Unis et sur le fait que les États-Unis collectent beaucoup, ben, comme on l'a rappelé en début de webinaire, les États-Unis collectent 70% du plasma nécessaire au niveau mondial pour la fabrication de médicaments dérivés du plasma. Donc, imaginez que si demain les États-Unis ne collectaient que pour leurs propres besoins, eh bien, en Europe, il manquerait 40% au moins des médicaments qui sont nécessaires et même indispensables aux patients atteints de pathologies rares et graves. Donc, j'ai envie de dire, heureusement que les États-Unis collectent autant, ou en tout cas aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est certainement que l'Europe prenne conscience de ça et que l'Europe mette en place des systèmes pour collecter plus de plasma en fonction des différents systèmes, justement, qu'on a plus ou moins exposé et présenté ce matin. Voilà, mais alors, la collecte aux États-Unis, elle est à la fois publique et privée. Bien entendu, il y a un certain nombre d'acteurs privés, donc, qui ont une organisation très solide et très importante pour tout simplement assurer l'approvisionnement en matières premières de leur propre site industriel. Franck, vous évoquiez l'Europe. Justement, quelle approche, et particulièrement en France, vis-à-vis des tensions d'approvisionnement? On a également une question qui porte sur le PNMR4. Est-ce qu'éventuellement il y a des mesures qui sont fléchées, étant donné le besoin pour ces traitements chez les patients atteints de maladies rares, pour essayer justement éviter ces tensions d'approvisionnement? Et on a également une dernière question qui vient compléter cette ligne avec le nombre de spécialités MDP qui sont actuellement en tension ou rupture, si on est en mesure de l'estimer. Les
nous considérons, et ça a été un des éléments, je dirais, fondateurs de notre association Alliance Plasma, nous considérons que pour améliorer la mise à disposition de médicaments en France et donc par voie de conséquence pour limiter le risque, on ne peut pas l'éliminer totalement, de tension sur ces médicaments, il faut structurer la filière, ce qu'on appelle la filière plasma. Alors, c'est peut-être pas le terme idéal, mais en tout cas, il faut structurer cette filière en regroupant les différents acteurs de cette filière. Les principaux étant les acteurs ou l'acteur, parce qu'il n'y en a qu'un qui collecte, et les acteurs industriels. Mais bien entendu, il faut aussi entendre les patients et il faut aussi entendre les professionnels de santé. Et donc, une de nos demandes auprès des pouvoirs publics et une des actions que l'on mène actuellement auprès des pouvoirs publics, c'est justement de les motiver, si je puis dire, à mettre en place cette structure de filière plasma qui regroupe l'ensemble des acteurs et non pas que certains, c'est-à-dire non pas que les acteurs publics, mais également les acteurs privés qui, je le rappelle, couvre quand même un bon 2/3 des besoins en médicaments des patients français, et de manière à ce que un certain nombre de leviers, de critères soient regardés pour améliorer les choses. Voilà. Ça, c'est vraiment la démarche et un des axes prioritaires de l'Alliance. Certainement que ces médicaments très spécifiques qui sont fabriqués suivant un modèle bien particulier qui est assez éloigné du modèle de l'industrie pharmaceutique, je dirais classique, nécessiterait d'être regardés avec une attention particulière de la part des pouvoirs publics, quitte, comme ça existe dans d'autres domaines, à ce que ces médicaments disposent d'un statut particulier parce qu'il s'agit de médicaments extrêmement particuliers. Maintenant, encore une fois, on en est au début avec un certain nombre d'interlocuteurs qui changent et c'est pourquoi notre mission n'est pas très aisée jusqu'à présent compte tenu de l'instabilité politique. Alors, les tensions et ruptures, dans la question que vous posiez, Louis, question des tensions et des ruptures, bon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de médicaments qui sont en tension. Tension, rupture, ben, ça, c'est très variable, mais bon, je n'ai pas un chiffre exact à donner, mais on est de nouveau dans une période de tension, puisque certains médicaments ne peuvent pas, pour diverses raisons, être distribués, enfin fabriqués et distribués tel que prévu. Donc, il y a une vraie solidarité, il faut savoir, dans notre environnement, et il y a un travail extrêmement constructif et extrêmement transparent qui est fait quasiment au quotidien avec la NSM pour à chaque fois subvenir aux besoins, quelles que soient les tensions qui puissent exister. Mais on n'arrive pas aujourd'hui à ce que la situation soit totalement fluide pour un certain nombre de raisons que l'on souhaite justement aborder dans le cadre d'une démarche structurée d'une filière plasma qui soit vraiment pilotée par les pouvoirs publics. Oui, ce qu'il faut bien comprendre en fait sur les tensions d'approvisionnement, c'est que c'est quasiment toutes les spécialités qui sont touchées, puisque avec la NSM, et je pense que Jean-Philippe pourra rebondir sur le sujet, nous travaillons de concert en tant qu'association de patients à ce que l'on appelle la circulaire de hiérarchisation des indications, notamment des immunoglobulines, puisque la demande est toujours supérieure à l'offre. Et cette circulaire, en fait, de tension d'approvisionnement tend à s'appliquer comme des recommandations de bonnes pratiques au long cours, ce qui est malheureusement quelque chose d'insuffisant à notre sens en tant qu'association de patients, parce que ça veut dire que on s'installe en fait dans un process un peu dégradé où on fait en fonction en fait de ce que l'on a
et on ne va pas en fait vers l'idée de répondre à l'ensemble des besoins des patients. Donc ça, c'est quand même très problématique et ça sous-entend en fait que les besoins ne sont pas couverts et qu'on est obligé en fait d'opposer les groupes de patients en fonction de leur priorité en fait d'accès au traitement. Ouais, peut-être un tout petit mot. Merci pour ça, Virginie. C'est vrai que si vous allez sur le site de l'ANSM, alors vous retrouverez aussi sur le site de l'ANSM les pensions actuelles. Concernant le tableau de hiérarchisation des indications, effectivement, vous le retrouvez aussi sur le site de l'ANSM. Mais comme le disait Virginie, c'est un tableau qui a été construit par défaut, c'est-à-dire qu'il n'existe que parce que nous avons des pénuries de médicaments dérivés du plasma et qu'il a fallu et qu'il faut encore malheureusement hiérarchiser, c'est-à-dire définir quel patient est prioritaire sur quel autre patient, quelle vie doit-on mettre en avant par rapport à tel autre. Et là où effectivement, mais je le dis, je l'écris également à l'ANSM, pour moi c'est problématique, c'est que ce document tente à s'établir comme une norme de recommandation de bonne pratique, ce qu'il n'est pas, en tout cas dans sa conception, ni dans sa méthodologie initiale. Il n'a pas été construit avec la méthodologie, ni dans l'optique de servir de recommandation de bonne pratique. Il n'existe que parce que, par défaut, on n'a pas assez de médicaments. Donc c'est un vrai problème. C'est nécessaire encore une fois, en période de pénurie, évidemment, c'est du bon sens de hiérarchiser un patient par rapport à un autre. Pour autant, ça reste un crève-cœur et ça reste quelque chose dont il faut se séparer le plus vite possible. Et pour cela, comme nous l'avons dit depuis le début, eh bien, c'est de pouvoir avoir un accès sans contrainte aux médicaments dérivés du plasma, notamment dont les patients ont besoin dans toutes les indications, et elles sont nombreuses. Merci Jean-Philippe et merci à tous. Je crois qu'on a un petit peu dépassé 3 minutes, donc il est temps de conclure. Moi, je tiens tout d'abord à remercier vraiment tous les participants, en espérant que voilà, on aura été éclairant sur un domaine tellement spécifique, mais également tellement passionnant. Et sachez que si on a voulu organiser ce premier webinaire, et on espère en organiser bien d'autres, c'est parce que nous sommes aussi très engagés et même passionnés par cet environnement qui nécessite énormément d'attention. Donc, un grand merci à tous les intervenants, merci à tous les participants et bien entendu, l'Alliance Plasma reste ouverte à toutes vos questions à l'avenir. Vous pouvez nous joindre, comme l'a rappelé Virginie, nous sommes sur les réseaux sociaux et également à travers les coordonnées habituelles de notre association. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Quant à nous, nous vous souhaitons pour aujourd'hui une excellente fin de journée et on vous dit, j'espère, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.